Bonjour et bienvenue pour ce nouveau film critique. Oui, c'est déjà le dernier de la saison. Comme le temps passe vite. Bon, après les films que j'ai déjà tapé, l'autre problème j'ai eu le départ de l'équipe, etc. Pour les films, vous m'excuserez, je vais pas m'attaquer à un nanar ou un film qui va me faire arracher les cheveux. Là, on va m'attaquer à un truc plus calme. Alors, qu'est-ce qu'on a en stock? Bah voilà. Alors, aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous allons nous attaquer à un monstre de l'humour, un film qui est resté intemporel. Je parle bien sûr des aventures de Rabbi Jacob avec Louis de Funès. Générique. Pas générique là. C'est qui fait les montages dans... Oh purée. Je sais pas qui s'est planté le générique, mais il est viré. Bon, comme disait, générique. Et le bon. Les aventures de Rabbi Jacob est donc un film de comédie franco-italien réalisé par Gérard Houry, qui sortira en 1973. C'est pour ça que je dis ce film est intemporel, il date un peu, mais il restera comme un film légendaire. Il marquera aussi la cinquième et hélas dernière collaboration entre Gérard Houry et Louis de Funès, car les ennuis de santé de Louis de Funès ne permettront pas la réalisation de leur projet suivant. Le film devait s'appeler Le Crocodile. Un jour il y en a un film au-dessus. Donc Louis de Funès, ce cher monsieur là, campe Victor Pivert, un industriel français, arrivé cynique, autoritaire, empli de préjugés racistes, antisémites, xénophobes, très conservateur. Et en fait, il veut se rendre au mariage de sa fille, mais restera englué malgré lui dans des péripéties de révolution d'un pays éloigné, mené par un nommé Mohamed Larbi Slimane. Le pauvre Slimane est en fait poursuivi par les barbouzes de Plaine Farès. Qu'est-ce qu'un barbouze? C'est une sorte de police paramilitaire, souvent utilisée dans les pays en guerre. C'est souvent des militants ou des sympathisants gaullistes chargés. C'est pas forcément la police, ni vraiment l'armée, ni les services secrets, c'est une sorte de milice. En fait, suite à des péripéties que je vais éviter dans quelques minutes, Larbi Slimane et Pierre vont se retrouver au milieu d'une bar mitzvah où Pierre est déguisé en rabbin et va devoir tenir le rôle principal. D'ailleurs, ce film va être un grand succès populaire et adapté même en comédie musicale. Les aventures de Rabbi Jacob vont totaliser 7,3 millions d'entrées en France. D'ailleurs, le film empruntera du vaudeville sur ses grosses ficelles. Parce que c'est du comique de situation, comme les envoûtements des intrigues,
l'actualité des époques, évoquant de manière assez évidente l'affaire Ben Barka. Petite anecdote, en fait, Mehdi Ben Barka est né en janvier 1920 à Rabat au Maroc et va disparaître le 29 octobre 1965 à Fautelay-le-Vicomte en France. C'est un homme politique qui avait beaucoup d'opposants socialistes au roi Hassan II et le chef de file d'un mouvement tiers-mondiste et panafricaniste. Donc c'est un peu une référence à ça, c'est quelques années plus tard. D'ailleurs, pour revenir au film, il est l'un des premiers films comiques à mettre en scène la communauté juive en France. En tentant bien sûr de délivrer un message humaniste et tolérant, ce qui est pour moi a totalement réussi. Surtout envers toutes les communautés qui vivent ensemble dans la France au début des années 1970. On va voir beaucoup de communautés, comme je dis, parce que Pivert et son chauffeur vont rouler pour le mariage de leur fille, ils vont être bloqués à un certain moment parce qu'il y aura un mariage de gens noirs. Là déjà on voit que c'est les noirs, puis à un moment quand on vont essayer de doubler, tripler les gens, on va avoir des Français, des Suisses, des Allemands, enfin on va avoir un peu de tout, ainsi que les Juifs. Et le côté musulman avec Slimane, les Barbouz et Fares. Et bon, on arrivera dans quelques minutes. D'ailleurs, c'est un des seuls films vraiment français qui va avoir un succès outre-Atlantique avec Louis de Funès. Le film va même être nommé par les Golden Globes du meilleur film en langue étrangère en 1975. Donc, je vais le résumer, mais pas rentrer dans les full détails, mais je vais commencer à résumer un minimum. Alors, ça commence à New York, dans les communautés hassidiques de Brooklyn. Donc c'est vraiment les quartiers juifs, donc les juifs à longue barbe, papillotes, à grand cafan, leur grand chapeau noir, qui marchent dans les rues et à leur sont animés, tous les enfants, la tête encadrée des papillotes et leur kippa et kippot, jouent, etc. comme des enfants. Tout va tout à coup s'arrêter parce que tout le monde va se courir pour saluer Rabbi Jacob, vénérable rabbin de cette communauté, qui s'apprête à gagner Paris pour aller à une fête d'un jeune parent, David. Quand ils démarrent, ils vont avoir des cadeaux et dont un gâteau au fromage. Rappelez-vous bien ce gâteau au fromage qui va avoir un moment, une scène digne des films de noir et blanc avec ce gâteau. D'ailleurs, Rabbi Jacob va partir avec son secrétaire nom de Samuel. Mais bon, comme c'est un truc communautaire, beaucoup d'acidim vont partir avec eux dans le taxi pour accompagner leur vénérable rabbin à l'aéroport JFK, un aéroport américain qui existe vraiment. Et soudain, il y aura un embouteillage. Déjà, que l'embouteillage, on voit la communauté soulever le taxi avec le rabbin et son secrétaire. Tu vois les gens qui regardent en mode what the fuck. Donc au cours du trajet, Rabbi Jacob va se laisser aller à une douce rêverie fredonnant j'irai voir ma Normandie. Mais avec l'accent, ça donne ceci. Je le verrai voir ma Normandie. Die, 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 die. Non, Samuel, pas die, 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 si Froncy, la France. Je le verrai voir ma Normandie. C'est le pays qu'il m'a donné les choux. Attention, la chanson reste très belle, mais avec l'accent, c'est plus étonnant. En simultané, en Normandie, à bord d'une rutilante Citroën DS, donc cette voiture-là, équipée d'un téléphone automobile et sortie d'une barque à moteur baptisée Germaine 2, Victor Pivert et son chauffeur Salomon rentrent sur Paris au départ de Beauville pour célébrer le mariage d'Antoinette, la fille du prospère industriel, avec le désaillant Alexandre, fils d'un général. D'ailleurs, Pivert en fait incarne le plus grand petit bourgeois français. Ça veut dire persifleur, chauvin, a une supériorité des valeurs sur son petit monde, qui doublera allègrement et également les voitures qui sont à tort son chemin, insultant au passage tous les automobilistes étrangers.
On pourrait apparenter ça à du racisme, mais comme le décide un vert, raciste, moi. Et même il s'étrangle quasiment en découvrant un mariage entre interracial entre un homme blanc et une femme noire. Autant qu'il s'amuse de voir que c'est dit noir qu'on vole dans des Rolls blanches. D'ailleurs, il dira ceci. Vous avez vu, Salomon, ils ont des voitures maintenant. Ils ont des Rolls blanches, les noirs. Vous savez, mais la scène, je trouve ça juste le côté, vraiment le côté là. Ils ont des Rolls blanches maintenant, les noirs. Vraiment le. Je vais dans le cliché. Et suite à la discussion sur ce côté exotique du mariage, ils arriveront au moment où ils parleront justement du dit marié de la fille et M. Pivert dira il sera blanc et catholique comme tout le monde. Et là, Salomon dira non, pas comme que moi je suis juif. Salomon disant ça à Pivert, ça travaille de stupeur, de consternation. Et d'ailleurs, il apprend aussi que c'est le neveu du dit rabbin, Rabbi Jacob. D'ailleurs, l'anonyme, il dira bien qu'il soit juif, de le garder quand même. Hein, après tout, qu'il soit juif, lui s'en fout tant qu'il conduit de A à Z. Justement, à ce moment-là, il recevra un appel de sa femme Germaine, dentiste de son état, jalouse de nature, furieuse de retard de son mari. Victor tentera de détourner la conversation en faisant part à la dame de la confidence la religion de leur chauffeur. Tu l'entends dans l'oreille, va perdre la conduite des yeux et va sortir de la route. La voiture va littéralement faire un tonneau et va se trouver sur Germaine 2. Maintenant, au lieu de rouler sur une voiture avec un bateau sur le toit, maintenant il navigue sur un bateau avec une voiture sur le bas. Genius. Mais pendant ce temps, nous allons croiser un troisième personnage. Parce que à Paris, le simulant Mohamed Larbi Slimane se rend au café des Deux Magots, menant une révolution d'un pays arabe qui ne sera pas nommé quelque part dans le tiers-monde. Il pense en fait aller à un rendez-vous avec des camarades dissidents, mais comprenant vraiment qu'il est piégé par la police secrète de son pays. Il tentera vraiment d'échapper au commando dirigé par le sinistre colonel Fares, avant d'être assommé, enfermé dans le coffre, ramené quelque part dans un endroit reculé pour l'interrogatoire. Nous retournons alors sur Pivert qui erre sur la route en pleine nuit, priant Saint-Antoine de Banoué, qui est en fait un prêtre franciscain, maître de la doctrine spirituelle, prédateur de renom et de dramaturge, qui va être canonisé. On dit aussi que c'est le saint patron de direction. Enfin, on dit souvent que c'est le saint de tous les patrons. Parce que, pourquoi il demande à Saint-Antoine, pourquoi il prie Saint-Antoine, c'est qu'en fait, s'il demande de l'aide, il promet de trouver un nouveau chauffeur catholique, comme Saint-Antoine, comme Pivert et comme le bon Dieu. Que oui, il a fait congédier Salomon parce que ce dernier, selon que l'usine de Pivert s'est mis en grève, dit que remorquer tout seul la remorque, enfin remorquer le bateau et tout le bordel, c'est bon. Mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'en fait, Salomon commence à chanter le Lekadoudi, qui est un cantique liturgique juif, chanté à la synagogue le vendredi soir à tous les amis, en vue d'accueillir la fiancée Shabbat avant l'office du soir. Parce qu'en pleine campagne, malgré qu'ils sont en pleine campagne, pour Salomon, le Shabbat commence. Après la lumière, notre créateur remerciera à Saint-Antoine un petit avènement dans l'usine de chewing-gum de Yankee. Il faut savoir que l'usine de Yankee est en fait arrêté une distillerie désaffectée de Fréminville. Et en fait, ils ont utilisé vraiment une usine qui était reculée pour faire le décor de l'usine de Yankee. Mais bon, bref. Mais en fait, il faut savoir que quand
Alors que quand Pivert va arriver dans l'usine des Yankees, c'est là en fait que Fares aura choisi son isolement afin de juger, torturer le dissident politique Slimane, avant bien sûr de l'exécuter. Ah non, je ne change pas les méthodes. Et à un moment, en fait, Pivert a croyant appeler la police. Fares et ses sbires vont laisser Slimane sous surveillance légère, cela va parvenir à s'échapper. Malgré lui, une cavale dont Victor Pivert tombera dans la cuve de gomme liquide, une sorte de chewing-gum à la chlorophylle vert fluo. Et Fares et tous ses hommes à sa suite. La poursuite va continuer. Pivert assommé par Slimane qui tient en joue et doit se rendre à l'aéroport d'Orly. D'ailleurs, 2 petites secondes, c'est parce qu'à un moment il y a une scène dans l'usine du Yankee. En gros, Slimane est attaché, ils lui font son pseudo-jugement et Slimane sort une phrase. Il sort vraiment tout fier, vraiment en mode je dois mourir, pas très fièrement. Il dira la révolution c'est quoi une bicyclette, ça ne marche pas, elle tombe. Et là on a un Pivert qui est tombé dans de la chlorophylle, qui est vert fluo, qui est par la fenêtre, et qui regarde pas loin. On voit Pivert tout vert qui dit Eddy Merckx en mode oh, surpris. Et là il y a une garde tout innocent qui fait non, j'ai Guevara. Lui il fait le garde fait mais quelqu'un fait oh. Moi tu t'envoies la scène, moi tellement le truc, littéralement le truc, t'as une voix qui sort, t'es là, fuck it. Donc on vient après l'évasion de Slimane aidé par malgré lui Pivert. Versé à l'heure du film Gomme qui nous avait recouvert de pire, le frère Pivert et Slimane se rendent à Orly volant de la voiture, la fameuse DS. Mais ils tomberont en cours d'essence. C'est là où pendant qu'ils tireront le planteur tentera d'alerter deux motards de la police par un festival. Mais quand il y a un festival, ils s'éclatent de grimaces. Voilà, 57. Et le niveau d'huile, faut vérifier. Non, c'est parfait. Ça va, merci. Merci, monsieur. Vous avez vos papiers? Oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous avez fait? Moi, rien. C'est de mon collègue ou de moi que vous vous foutez? Ah, des deux. Je me fous des deux. Mais non, monsieur l'agent. Mais non, ni de l'un ni de l'autre. Si, je me fous des deux. Tournez-vous. Qu'est-ce que vous avez là? Où ça? Hum, Un poireau? Un poireau? Oh, c'est pas beau, ça. Si, je trouve ça très joli, moi. Oh non, c'est laid, c'est très laid, ça. Dites donc, il y a deux poils là-dedans, des grands poils. Oui? Ça vous fait pas mal? Non. Comme ça vous fait pas mal? Non. Et comme ça, attendez. Ah, ça fait mal. Oh, ça fait mal, oh, bon Dieu, ça fait mal. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Vos papiers, tout de suite. Je voyage toujours sans papier. D'ailleurs, je n'ai ni permis de conduire, ni carte grise, ni vignette, ni assurance. Arrêtez-moi. Ça vous me le paierez cher, très cher. Arrêtez-moi. Comment vous appelez-vous? Pivert, Victor Pivert, comme l'oiseau. Mais la télé va tourner court parce que Fares va arrêter par hasard dans la même station. Quand Fares décide de se lancer à la poursuite, le pompage n'avait pas terminé, donc la voiture objective accrochée à la pompe se disloque à la première accélération. Dans les mots, Germaine va péter un câble et va passer ses nerfs sur une infortunée patiente qui ne sait pas abandonner son fauteuil de dentiste. La pauvre elle va se faire soigner, elle se fait écharper la gueule puis elle se fait abandonner. Donc tout ce petit monde va retrouver à Orly, donc Pivert, Slimane, la dentiste, enfin Germaine la dentiste tarée.
Pivert sera vraiment d'attirer l'attention dans l'officier de sûreté, toutefois, profitant d'un faible de Slimane pour les rousses, il va réussir à lui fausser quelques minutes compagnie. D'ailleurs, parce que sa femme est arrivée en trompe dans l'aéroport, on vient de dire. Qui sait d'ailleurs, faut dire, Germaine s'est emparée du microphone du bureau des renseignements. Et ça sent là que Farez et ses sbires débarquent aussi. Pivert voit alors son salut dans l'intention de Slimane, parce que ça il allait se faire massacrer par les Darbouz. Toujours sur les talons, ils vont se grimer en rabbin. C'est alors que là, arrivé dans le hall de l'aérogare, arrive le véritable et vénérable Rabbi Jacob et son assistant. C'est là où la mamée, donc Tzipet Shimon, la demi-sœur de Rabbi Jacob, à la vue et l'ouïe quelque peu défaillante, qui d'ailleurs la dame est venue accueillir le rabbin avec ses enfants, trouve en fait que son cher beau-frère attrapait un accent américain et s'emprête de donner une leçon de bon français. Bon sang, Lignon dit fou rire. Cette scène aussi, on vous la laisse, elle est... Jacob, écoute-moi, tu as une drôle d'accent français. Tu trouves? Oui, tu es devenu une vraie américaine. Tu veux que je te donne des leçons de les bons français? Oui. Tu sais, ça a un très bon exercice de prononcer les noms des fous rires. Des fous rires? Les manteaux des fous rires. Ah, des fous rires. Et c'est une fait. Oui. Les visons, les chinchillas, les rats misqués. Les renards, les renards argentés, la pontire. la pantire, Non, pontire, l'animal. la pantire. Très bien, Jacob. Le visant. Ah, ce film il me fait rire. Mais pendant qu'il s'amuse avec les fous rires, Germaine va être accostée puis enlevée par Farès et ses hommes. Entraînant par méprise Rabbi Jacob et son porteur Sophie Rabbi Ligman, ils s'entraînaient malgré eux dans la rue des Rosiers au cœur du vieux quartier juif de Paris, où c'est d'ailleurs quand ils vont arriver, c'est calligraphié en français et en yiddish. Ces trucs qui n'ont pas changé en 30 ans. Ipset postat dilect Rabbi Jacob le vrai, comme disent les gens en l'accueillant. Le bon catholique qui a adopté sans trop prendre l'accent requis prend un bamboun parmi juifs et juifs unissants qui sont venus acclamer le vrai tzaddik, recevant sa bénédiction. D'ailleurs, normalement la bénédiction, comment dire, Pivert va le donner en faisant un signe de croix, en se faisant creuser par Slimane. Mais quand Pivert va faire là, en mode pape, les gens autour vont être morts de rire. Et à un moment, ils veulent ouvrir divers présents, dont un modeste Streimel. Qu'est-ce qu'un Streimel, me direz-vous? C'est un chapeau de fourrure porté par de nombreux juifs, plus particulièrement, mais pas exclusivement, par des membres de groupes hassidiques pendant le Shabbat, les fêtes religieuses et autres célébrations. Quelque peu les harcelés lorsque certains se ruent pour l'embrasser, le mordre au pan de son caftan, pardon. Pivert va être un peu désarçonné parce que certains vont se ruer vers lui pour embrasser le pan de son caftan, de ses paillesses ou de ses mains. Pivert tentera bien que mal d'un échange en adaptant la méthode juive bien connue enseignée à Rabbi Jacob par Rabbi Seligman. Quand on pose une question à un juif, il répond toujours par une autre question.
Ça lui donne le temps de réfléchir à la question. D'ailleurs, il y aura un moment, une scène avec suivant cette question. Un homme très âgé dira tout souviens de moi et donc Pivert habillé en rabbin dira et toi tu te souviens de moi? Elle nous dit non, bah moi non plus. C'était un beau boxon. Mais pendant ce temps, le véritable rabbin et son aide, donc Samuel, étonné de rencontrer personne, sont commandés par le commissaire Abridani et relèvent du superfuge de Pivert. Suite à une réflexion plutôt musclée, l'aide du véritable rabbin va prendre la tarte au fromage et va la mettre dans la tronche du commissaire. Bon, suite à ça, la police va s'excuser en disant que c'était une méprise. Pourtant, les aventures de Rabbi Jacob ne vont pas finir. Parce que quand il appellera son neveu, qui est personne d'autre que Salomon, l'ex-employé de Pivert, mais il va se faire remballer parce que pour Salomon, c'est une plaisanterie parce que Rabbi Jacob est arrivé dans la rue des Rosiers. Mais l'ex-chauffeur va reconnaître son ancien patron, lequel se hâte de lui proposer une réintégration à son poste avec un son salaire. Plutôt amusé de la soudaine conversion de Monsieur Salomon sauvera à se disposer à porter assistance au bouc émissaire parce qu'il se montre bien circonspect de la perspective que de voir Mohamed l'Arbitrimane dans le quartier. Le nouveau Rabbi Jacob, qui a trouvé une nouvelle occasion de se venger de Rabbi Seligman, donnera sa bénédiction à un mariage arrangé pour la mamée avec une jeune fille rouge, un peu ronde, un peu au goût du rabbin révolutionnaire, comme il dirait lui-même, les plus beaux comme dirait lui-même, le plus beau type juif qui y ait vu depuis longtemps. Puis arrivera le discours de l'improvisé et arrivera le moment de la danse. La danse, la célèbre danse, que contre toute attente, Monsieur Rabbi Jacob / Pivert va réussir. Il va danser vraiment comme eux, donc il va trouver rapidement ses marques. Il semblera même être un très bon danseur. D'ailleurs, pour danser à nouveau, il va entraîner le malheureux Rabbi Seligman dans sa danse. Et d'ailleurs, le moment de la danse, je vous l'offre aussi, c'est cadeau, parce que la scène est culte, mais aussi... Waouh! Silence! Rabbi Jacob, elle va danser! Rabbi Jacob sait très bien danser.
vraiment très doué. C'est un miracle, Salomon, un vrai miracle. D'ailleurs, après la scène de la danse, maintenant je vais l'appeler Rabbi Pivert, hein, ça sera beaucoup plus simple. Rabbi Pivert va dire que c'était un miracle, un vrai miracle, parce que il avait fait ça. Il sera alors temps de se rendre à la synagogue où va tenir la communion juive de David. Mais Pivert va appeler sa femme pour lui dire qu'il cachait ses amis juifs. D'ailleurs, sa femme va être très étonnée. En fait, le problème c'est que la femme de Pivert a fait s'exposer par Farès dans son propre cabinet et sur le neuf d'une terrible fraiseuse. Elle est contrainte de passer pareil au commissaire pour qu'il n'a aucun mal à obtenir les informations. Pendant ce temps, la juive arrive de bon train, illégale, etc. Le salle de prière, et un moment arrivera où notre Rabbi Jacob improvisé va bénir l'enfant. Suite à toute la synagogue, il va se passer que des gens essayent de tuer Seligman et le rabbin. J'allais dire Rabbi Jacob, mais ce n'est pas Rabbi Jacob. C'est horrible parce que il y a le vrai Rabbi Jacob d'un côté, le faux, donc le Rabbi Pivert. Sauf qu'en fait, non, c'était pas des assassins, mais le commissaire Andréani. Pivert, Slimane se lanceront donc course perdue à travers Paris pour malgré tout assister au mariage d'Antoinette, qui d'ailleurs de son côté arrivait plus tôt avec sa mère rue des Rosiers. C'est alors que là ils apercevront la voiture et le bateau Germaine 2. Pivert et Slimane vont se retrouver sur les voleurs et qui vont être en fait ces hommes. D'ailleurs, faut savoir que quelques minutes avant, Farès et ses hommes de main ont chopé le vrai Rabbi Jacob et Samuel devant l'école de Kiev à un tour de resto. Et bien sûr, ces andouilles, ils ont cru que c'était Pivert et Slimane. Canon de travers sur la tente, Slimane prie Farès de laisser lui sauve aux autres parce que après tout, ils n'y sont pour rien, assurant qu'ils ne prennent pas. Pivert, lui, va aller dans le sens de Slimane, en disant écoutez, ce moment c'était au mariage, quitte à essayer de me tuer, voyez-moi plus tard, il est piégé. Et il pique ta quest en faisant des grands gestes similaires dans l'explosion, en faisant des fois aux hommes de main, c'est un beau foutoir. Honnêtement, ça aussi, c'est une scène que je vous offre cadeau. Après avoir tarté la moitié des hommes de Slimane, le téléphone va sonner. Un Deus Ex Machina, comme on appelle ça. En gros, c'est littéralement Dieu sorti de la machine. C'est vraiment le élément improbable qui fait que tout va changer. C'est que la révolution a réussi à travers GMT. Et donc que Slimane est désormais président de son pays et que la France, fort intéressée par la personne de cet état, ainsi que les cocardes et les alouettes qu'elle peut lui vendre, toute sa position, Slimane est donc triomphant et Farès est défait, tandis que Pivert, subitement requinqué, rappelle au nouveau président ses vaillants états de service. Et sorti que prestige oblige, il arrive escorté par la garde républicaine, donc c'est cavalerie, motards et tout Tataquest. En retard, oui, mais en grand pompe et en fanfare, à la cathédrale Saint-Louis des Invalides, où la cérémonie de mariage a été sur le point d'être annulée. D'ailleurs, grande dame du fiancé d'Antoinette, son père sera désormais française en tenue d'apparat, et de la générale au beau chapeau en faux rire de vison orné de saillantes roues-flaquettes. Sorti alors de la voiture, Slimane va à la rencontre du ministre.
Donc le père se répand une nouvelle sénagrée pour faire porter le curé, laquelle avait été préamenée tout de suite. D'ailleurs, le curé va être mort de rire, enfin un moment de suite. Le curé voit Pivert arriver avec le long manteau, le Schreimel, les bouclettes, tout le truc, et il dit t'as Pivert qui dit oui, super de la mariée, et le prêtre il a étonné, what the fuck, il fait vous monsieur le rabbin. Il a ça what quoi, il doit dire monsieur le rabbin, what the fuck, j'en pouvais plus. Alors c'est là que d'ailleurs ce que je viens de dire, c'est que le prêtre est assez étonné du mariage d'une fille de rabbin. Une chose extrêmement en général, au général et à la générale qui sont furieuses, parce que c'est étonné. Pivert va un peu s'emporter, va me dire qu'elle porte aussi un Strymel, qu'elle a aussi des trucs en. Enfin, il va faire ça, il va faire son Louis de finesse. C'est à ce moment-là que Germaine et Chimol arrivent en trompe dans la voiture de Madame, donc Madame, la femme de Pivert le rabbin, dont les freins ont lâché et vont terminer leur course dans la Citroën, qui va exploser Germaine 2, enfin voilà. Tandis que monsieur et madame s'empoignent sans gueule, les Chimol, le grand complet, retrouvent leur vrai Rabbi Jacob et Samuel. D'ailleurs, le général du plan précédé, Pivert va expliquer que ce sont ses amis, les Chimol, qui l'ont invité à la synagogue et que lui, à son tour, les a invités à l'église. Un retour de bon procédé. C'est là qu'arrivera aussi le commissaire Andreatti, qui va promptement épingler Pivert et Slimane, et va être quasiment sur le chemin même, sommet de les relâcher. Alexandre, donc l'époux, enfin le futur époux de la fille de Pivert, va exulter lors de l'arrestation. Il va se prendre une méchante droite, il va prendre une méchante gifle par Antoinette et va échanger un long regard avec Slimane parce qu'il l'a rencontré pour la première fois. L'hélicoptère venu accueillir Slimane voit le voile de la mariée et Slimane découvre que la mariée est non seulement jolie mais rousse. Elles se disent la main qu'il lui tendra et vont tous les voler sans que l'un ne s'y oppose, puisque la fille est partie avec comme dira Pivert à sa femme, notre fille est partie avec un président de la République. D'ailleurs, Rivel sera invité par la famille Chimol à une fête suite à Bar Mitzvah. Et bien qu'il ne soit pas juif, comme dira Salomon, on vous garde quand même. Honnêtement, c'est un film. Quand on sait que le budget était de 18 millions de francs, donc plus ou moins 2 774 083 euros, plus ou moins, c'est un film qui a été fait en plusieurs langues de base, parce qu'il est en français, en anglais, en arabe, en hébreu et en yiddish. C'est un genre comédie-aventure. Et c'est des films qui ont marqué pour leur grande ouverture, parce que déjà que le choix des acteurs a été complexe, parce que il travaillait avec des gens à qui il avait déjà travaillé un peu, parce que Gérard Houry avait déjà décidé qui allait travailler avec le principal. Il avait déjà eu l'idée de faire camper Louis de Funès, que ses mimiques, tout ça, lui colle tellement. Le film, il est juste énorme, et surtout, il y a de la préparation. Il y a eu les endroits qu'ils ont remarqués, enfin qu'ils ont repérés pour faire les trucs, par exemple la distillerie désinfectée pour faire l'usine de chewing-gum de Yankee. Ils ont été à la peur d'Orly. D'ailleurs, pour réduire leur présence à Orly, certains passages sont tournés en reconstitution dans les halls de l'aéroport construites sur des grands plateaux. Certaines prises ont vraiment été faites à Orly. Par exemple, aussi, il faut savoir que la scène du cheesecake
est conçu. Faut savoir par exemple que le cheesecake qui est emporté par Rabbi Jacob et qui était écrasé sur la tronche du commissaire est conçu par un grand pâtissier du nom de Pierre Durin et a listé plusieurs recettes et de nombreux essais pour justement obtenir ce côté comique et burlesque des années très rétro. Même chose pour la rue des Rosiers, qui est un vrai quartier juif qui est du côté du Marais à Paris. Plusieurs scènes ont été tournées vraiment, notamment la danse diasynique, mais le reste est reconstitué dans la rue Jean Jaurès à Saint-Denis. D'ailleurs, la plupart des figurants qui déambulent dans la rue Jean Jaurès sont des gens du quartier qui appartiennent pas du tout à la communauté juive, mais bien musulmane. La scène des Invalides, elle a été tournée une partie seulement à l'entrée, tout le reste a été refait en intérieur. Et la fin de tournage qui était faite en fait à New York, et les décors etc. ont été faits en vol. Les bandes originaux aussi ont marqué les esprits. Mais le film a effectivement une sortie très mouvementée. Pourquoi ? C'est parce qu'il y a eu beaucoup qu'en fait le jour de la sortie du film, le 17 octobre 1963, alors que George Craven s'occupe de la promotion, il se rend compte de l'épouse Daniel tente de tourner un vol Air France Paris-Nice sur le Caire. Bien sûr détruire le Boeing si le long métrage n'est pas interdit, car elle jugera la sortie du film intolérable à vue des situations internationales et alors que c'est aussi en pleine guerre du Kippour. Guerre qui oppose Israël et les pays arabes voisins, dont l'Égypte et la Syrie. Toujours à leur propre signal, on considère que le film est un soutien intolérable à Israël. Elle est donc armée d'une carabine 22 longs-rifles et d'un faux pistolet. La femme accepte malgré tout que l'avion se pose à Marignane pour se ravitailler avant de repartir pour le Caire. Sur place, à la suite des tirs produits par le JPN, elle va être atteinte à la poitrine. Elle mourra suite à ses blessures dans l'ambulance qui l'évacue à la clinique. Elle partira à l'âge de 35 ans. Son entourage va préciser ensuite qu'elle était psychiquement fragile. La une de Libération lui dira la pirate du désespoir, une proie facile pour les tueurs assermentés. Le film, imaginez bien que déjà il y a la guerre, une femme pète un câble et veut intégrer le film, plus tous les clichés qu'il y a sur les ethnies qui sortent, enfin clichés. Ce que dit le personnage de Louis de Funès, donc Pivert, est très limite. Bon, attention, il faut quand même remettre le film dans son contexte. C'est un film qui montre une personne très autoritaire, très conservatrice, qui va ouvrir les yeux sur les autres cultures. Bien sûr, beaucoup de gens vont marquer des erreurs, des incohérences et des faux raccœurs notables. Donc le film est censé se dérouler devant l'histoire de samedi après-midi. C'est incohérent car les juifs orthodoxes et les personnes d'un rabbin ultra-orthodoxe n'auraient jamais pris l'avion, la voiture ou même le téléphone un jour de Shabbat. Conscient du problème et incapable de le résoudre, les scénaristes ont remis ça à la magie du cinéma. Le miracle n'est pas le seul du trajet, parce que Rabbi Jacob, qui trouvait à l'extrême gauche de la banquette arrière pour sauver sa femme à la vitre, tout un plan plus loin au milieu de la banquette avec Samuel à sa gauche. Lorsque Pibert se fait insulter, parce qu'à un moment, oui, Pibert est en triple fil, il va se faire insulter. On le voit klaxonner de la main droite, puis son plan suivant, on le voit klaxonner de la main suivante avec la main gauche, puis au niveau de la main droite. Mais ça, c'est des trucs, mais il y en a beaucoup, des erratums, des petits trucs du genre. Honnêtement, c'est un film. On pourrait
on pourrait se chinailler, dire des trucs qui vont pas. Mais non, mais en fait, c'est un film. Personnellement, je le défends. Parce que honnêtement, je l'ai connu, j'avais. La première fois que je l'ai vu, j'avais quoi, 7 ans, 6-7 ans. Je voyais un acteur, j'avais vu à l'époque chez mes grands-parents, et il avait mis dans un film d'humour avec un acteur qui aime bien faire un peu le guignol. Et j'avais 7 ans, mon frère en avait 5. Un truc de genre, on était très jeune. Nous, enfants, on voit un acteur qui s'amuse, qui fait le guignol, qui pète des câbles, qui fait n'importe quoi, qui grogne, qui part en vrille, qui danse alors qu'il a jamais fait ça de sa vie. On est enfant, on voit pas ça, on grandit un peu, on voit le film, on voit un peu aussi le côté un peu plus héroïque du gars qui se trouve malgré lui embarqué dans une histoire de sauver un homme qui veut sauver son pays de la dictature. On voit Pivert plus comme un héros plutôt qu'un personnage. Mais maintenant, en grandissant, voilà, maintenant, avec mon âge, bientôt. Maintenant, j'ai 25 ans. Maintenant, voilà, 25 ans, j'ai plus eu ce film depuis un bon bout de temps. Maintenant, je l'ai revu récemment pour la critique. Je me dis, ah ouais, mais Pivert, en fait, c'est aussi un homme à la tolérance. Oui, c'est marrant. Oui, Pivert est héroïque. Mais aussi, c'est une homotolérance. C'est un personnage. Pivert, c'est un personnage raciste, conservateur, qui a peur de voir sa chère France devenir un pays où il n'aura pas son mot à dire. Film intemporel. Pourquoi? Parce que aussi, c'est des problèmes que maintenant, on a encore des gens qui veulent retrouver une France aux Français, un pays où c'est un problème qui est toujours ancré. La peur de perdre la culture. Ça, vous êtes tous, c'est que le film, on est en 73. On est des années avant tous les problèmes qu'on a maintenant. C'est des films qui restent toujours dans les mots et toujours dans l'actualité du jour. Bon, il y a des trucs qui ne sont plus d'actualité, ça c'est sûr. Parce que maintenant, une usine qui serait pas sécurisée, c'est impossible. Mais c'est un film qui prône la paix entre les peuples, qu'il soit blanc, qu'il soit friqué blanc, noir avec des moyens, juifs, musulmans en guerre, ils s'en foutent. C'est un film qui est fait pour accueillir tout le monde. C'est un film qui prône la paix. Et honnêtement, c'est un film qui m'aura fait aussi très rire. Parce que, comme je dis, la scène de la danse, les scènes avec Pivert qui décrit Slimane, sa nouvelle épouse, qui part complètement en vrille avec les deux policiers. Que les deux policiers ils partent contre scène parce qu'ils veulent la garder pour maintenant. Parce qu'il fait des grimaces. Les deux policiers arrivent et un policier dira est-ce que vous foutez de la France, et il dit ah non, on va foutre des deux. Et un des deux policiers a un poireau, donc un gros bouton disgracieux sur le visage, et il va pour juste foutre le bordel. Et comme ça, il y en a plein. Des scènes où on se dit mais attends, mais what, comment ils ont pu faire ça sans rigoler? Tous ces Pivert, enfin, Louis de Funès qui se lâche, qui fait son Louis de Funès, qui a c'est gimmick, il est énorme. Oui, c'est vrai que moi aussi je vais dans tous les sens. Pourquoi? Parce que j'ai grandi avec des gens, avec ça. J'ai grandi avec du Bourvil, avec du Louis de Funès, avec des films qu'on me passait quand enfant. Quand il faisait trop chaud, quand on voulait regarder un film, on mettait un film comme ça, quand on voulait voir un truc commenté, on mettait souvent Louis de Funès, que ce soit les gendarmes, que ce soit les Rabbi Jacob, que ce soit Oscar, que ce soit n'importe quel où il y avait Louis de Funès, on savait qu'on allait bien rigoler. Même Hibernatus, un jour il y là-dessus, il est beaucoup plus sérieux, mais malgré tout, j'ai quand même riré. Honnêtement, quand il y a Louis de Funès dans un film, on sait souvent qu'on va en avoir contre argent. Honnêtement, si je devais donner une note à ce film, et je vais le faire, 20, parce que je ne vais pas aller au-dessus. Que si je pouvais, je donnerais un 30 sur 20, un 40 sur 20, un 200 sur 20, parce que ce film, j'ai connu tout petit, je l'ai connu depuis, je suis pas peu que 3 pommes jusqu'à maintenant, et je le connaîtrai encore dans 30, 40 ans, je regarderai encore, c'est un film qui sera toujours là, c'est un film que je pourrais toujours regarder, malgré tout, malgré qu'il y a des gens qui gueulent, ouais c'est raciste, ah c'est cliché, ah c'est ci, ah c'est ça. Les gars, c'est un film qui est sorti en 73,
c'est un autre truc, et malgré tout, c'est un des films qui reste assez ouvert d'esprit et assez tolérant. Parce que si vous voulez que je vous rappelle l'épisode sur Norbit, hein. Et là, vous voulez du cliché, je vous réexplique sur Norbit. Et bonne chance, moi je ne le refais pas ce film. Allez, sur ce, c'est la fin de film, et n'oubliez pas... La révolution est comme une bicyclette. Quand elle n'avance pas, elle tombe. Eddie Merckx. Non, Che Guevara. أقوى للحق والعدل